Un surfeur saisi au mollet par un requin alors qu'il attendait une vague assis sur sa planche. C'était le 22 juillet dernier, non loin de la côte réunionnaise, sur le spot de Saint-Leu. Sévèrement blessé, l'homme est tout de même parvenu à s'en sortir et à regagner la côte. Cet accident vient allonger une liste déjà importante. Depuis 2011, l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, a subi une dizaine d'attaques de requins, dont 5 mortels. Comment expliquer cette recrudescence ? Pourquoi les requins, et en particulier les bulldogs incriminés, s'approchent-ils de plus en plus près de la côte ? Les activités humaines sont-elles à l'origine de ces changements de comportement ? Pour répondre à ces questions, le réalisateur Rémi Tézier a enquêté avec l'aide d'un journaliste. Il a suivi les scientifiques sur le terrain, a effectué des plongées pour filmer et observer les requins bulldogs dans leur milieu naturel. Après 2 ans d'investigation, Rémi Tézier passe par notre bivouac. Il va nous raconter son enquête et nous dire ce que ses expéditions au large des côtes réunionnaises lui ont appris. Mes amis, je ne sais où nous allons. Sur France Inter, Parfait, alors si ça vous dit de faire un tour, allez-y. le temps d'un bivouac. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Aujourd'hui, nous sommes donc en compagnie de Rémi Tézier, réalisateur de documentaires, passionné de nature. Vous avez tourné des documentaires sur la mer, mais aussi sur la montagne. Bonjour et bienvenue Rémi Tézier. Bonjour. Alors votre dernier documentaire sera diffusé demain, mardi, sur Arte, à 20h50. Il s'intitule « Attaque de requins à la Réunion, l'enquête ». Une enquête menée avec le journaliste Laurent Bouvier, qui a duré plus de 2 ans. Et une enquête pour laquelle vous avez notamment suivi les scientifiques en mer. Vous avez également plongé au milieu de requins. Vous allez nous raconter cette enquête et le tournage de ce documentaire. Un petit peu plus tard dans l'émission, nous retrouverons notre chroniqueur cinéphile, Jérémy Querenet. Il est d'accord pour s'approcher des requins, à condition que ce soit sur un grand écran. Il s'est intéressé, bien sûr, aux Dents de la mer de Spielberg. Il nous révélera quelques secrets de tournage du film. Et puis, vous nous direz si ce qu'a imaginé Spielberg présente des similitudes avec ce qui est en train de se passer à La Réunion. Voilà pour le programme de cette émission, réalisée par Marie-Hélène Fauquet, préparée par Hugo Struna, avec l'aide de Josepha de Vautibo. Les vieux réunionnais interdisaient à leurs enfants de mettre le pied là-dedans. Moi, je vis sur cette terre. Vous pouvez crier si vous voulez, c'est la vérité. Voilà. Oh là ! C'est quoi ça ? Ça fait 20 ans que j'habite ici, on n'a jamais eu de problème. Moi, je vis ici depuis 60 ans. Et alors ? C'est mon pays, la raison. C'est ici, vous savez ce qui se passe là ? C'est mon pas possible. pays, monsieur. C'est votre pays, vous n'y connaissez rien. En 30 ans, on n'a jamais eu une attaque sur la côte ouest. On n'a jamais eu une attaque en 30 ans. On en a 5 attaques en 4 mois et on vient nous dire que c'est notre problème à nous. Nous étions au début de la série d'attaques de requins qui ont commencé en 2011 sur la côte de la Réunion. La députée maire de Saint-Paul, Huguette Bello, était prise à partie et assez vivement, on l'entend, par un groupe de surfeurs. Dans cet échange très houleux, la députée maire dit que depuis toujours, les anciens savaient qu'il ne fallait pas aller se baigner sur la côte ouest de la Réunion. Les surfeurs ont l'impression que manifestement quelque chose a changé. Est-ce qu'elle dit vrai, cette élue, en disant que les mers de la Réunion ont toujours été dangereuses ? C'est une question difficile. Je crois que ce qui est important, c'est de voir que ces attaques ont concerné la côte ouest d'une façon, je dirais, sans arrêt, à partir donc de février 2011. La côte ouest, c'est la côte des plages, c'est la côte du surf, c'est la côte où il y avait très très peu d'attaques de temps en temps. Et donc là, tout d'un coup, une succession d'attaques mortelles, qui fait qu'il y a eu une réaction vive des surfeurs, et on le comprend, et aussi la réaction du gars de Bello qui dit qu'effectivement, la Réunion avait une crainte des requins déjà dans le temps. Oui, mais vous, Rémi Tézier, pour votre documentaire, vous êtes allé consulter des archives et vous avez trouvé des documents qui remontent à 1770, où on fait déjà état d'attaques de requins. Alors, en 1770, c'est le chirurgien du roi qui ne fait pas état d'attaque, il fait état qu'un matelot a été blessé par un requin. Mais est-ce que ce matelot était tombé à l'eau et ensuite a été attaqué par un requin ? Ou est-ce que c'est une attaque d'un matelot qui nageait ? Ça, on ne le sait pas. La seule chose que l'on retient, c'est que déjà, à l'époque, effectivement, il y avait des requins, et c'est tout à fait normal. Avoir une île tropicale sans requins, ce n'est pas possible. Oui, oui. Et il y a aussi, on vous indique également qu'un cap, non loin duquel ont eu lieu les attaques récentes de requins,
était par le passé surnommé par les anciens le Cap Requin. Oui. Ce qui laisse quand même entendre qu'on a vu passer quelques squales c'est vrai. de ce côté-là. C'est vrai. Et comme la Réunion, c'est une montagne sur la mer, vous avez un récif corallien de 40 km qui est petit. Et partout ailleurs, vous avez les fonds qui descendent très rapidement. Et on peut imaginer que non seulement on a des requins, mais des requins de grande taille, parce que ce sont des requins du large. Alors il semble donc que la présence de requins le long de cette côte réunionnaise ne date pas d'hier. Pourtant, vous, Rémi Tézier, lorsque vous débarquez à La Réunion, c'était en 1990, il y a 24 ans, vous vous êtes d'ailleurs très rapidement mis au surf, puisque c'est vraiment un sport local très pratiqué là-bas. Et vous dites, entre 1990 et 2011, vous n'aviez jamais vu de requin. Exact. Et c'est cette raison qui m'a motivé, je pense, pour faire le film. C'est que donc je débarque à La Réunion. La Réunion, c'est un endroit extraordinaire pour surfer, de tout niveau, des débutants aux très très bons. Donc j'ai démarré le surf. Le surf, c'est un sport, on a une addiction assez facilement. Donc j'ai adoré surf, j'ai beaucoup surfé. Et puis à côté de ça, je suis réalisateur de films essentiellement nature-aventure et avec une spécificité de l'image sous-marine. J'ai tourné dans la zone de La Réunion, à l'île Maurice, à Madagascar, aux Seychelles, sur les îles qui sont au large de Madagascar, les îles Éparses. J'ai filmé beaucoup de fois les requins. Mais à La Réunion, où j'ai beaucoup plongé, j'en ai jamais vu. Alors, quand il y a eu ces attaques, en étant surfeur, je me suis dit, il y a un problème. Et en étant cinéaste sous-marin, je ne comprenais pas. Et je ne comprenais pas jusqu'au jour où, en novembre 2011, avec mon équipe, on a plongé et on a filmé les premiers requins bulldogs. Et là, on s'est dit, ah là, il y a quelque chose qui se passe. Alors, vous vous intéressez à ces requins bulldogs parce que justement, les premiers témoignages que vous recueillez vont dans ce sens du requin bulldog. On avait beaucoup incriminé des requins tigres. Et puis, voilà, les témoignages de personnes attaquées. Je vous propose d'ailleurs, on va en écouter un. C'est Jean-Pierre Castellani qui s'est fait attaquer alors qu'il faisait du canoë-kayak. Son embarcation a été attaquée par le requin. Il s'en est sorti indemne, mais avec une grosse frayeur, et il a pu décrire l'animal qu'il avait attaqué. Tu l'as vu ? J'ai jamais vu les langues. J'ai vu que sa couleur de peau, ça je me rappelle très bien, gris bleuté, luisant, et les petits yeux, ça je me rappelle très bien, avec le nez carré, quoi. Ouais, ça je me rappellerai toute ma vie, c'est une image que, voilà, quoi. Ça se décrit pas, des fois il m'arrive d'endormir mal la nuit, ou j'y pense, quoi. Je sais à quoi j'ai échappé, de toute manière. Voilà. Alors ce témoignage le confirme, ce ne sont pas uniquement les requins tigres qui font le coup, mais bien les requins bulldogs. Et au moment où vous commencez votre enquête, en 2011, que sait-on des requins bulldogs ? On ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose sur les requins bulldogs. Je voudrais juste revenir sur la séquence que vous avez passée, parce qu'elle est très importante. Ce kayakiste était en mer et il s'est fait attaquer par un requin. Et dans la littérature scientifique, un requin qui attaque en surface, c'est un requin blanc ou un requin tigre. Et on ne pouvait pas imaginer que ça pouvait être un bulldog. Donc tout le monde était persuadé que c'était un requin-tigre. Et la description qu'a fait Jean-Pierre Castellani lorsqu'on l'a interviewé, il a décrit un requin-bulldog. Parce que si ça avait été un tigre, il aurait vu des rayures, puisque la taille de la mâchoire, la trace de mâchoire sur le kayak fait en sorte que ce requin était jeune. Voilà. Et donc, on part sur cette histoire de requin-bulldog. Et on ne savait rien. Moi, j'ai été surpris de voir que les scientifiques ne connaissaient très très peu le requin bulldog, que ce soit à La Réunion, mais même dans le monde. C'est très surprenant. C'est-à-dire qu'à l'occasion de ces attaques, on se rend compte qu'il y a dans les parages un requin qui n'a jamais été étudié par les scientifiques, dont on ne sait rien du mode de vie, des déplacements, de ce dont il se nourrit, de la façon dont il chasse. Donc on a affaire à un requin qu'on ne connaît pas. Exactement. Alors, qu'on ne connaît pas à La Réunion. Il a été étudié en Floride, il a été étudié ailleurs, mais on ne le connaissait pas à La Réunion. Mais je reviens à ce que je disais avant, c'est qu'on ne le connaissait pas, parce qu'on ne le voyait pas. Quand vous interviewez les plongeurs en bouteille, ils vont vous dire, on ne voit pas de requin. C'est ça qui est étonnant. Et donc, on peut très bien imaginer qu'on ne pouvait pas faire une étude scientifique sur ce type de requin si on ne savait pas qu'il était là. Donc voilà toute l'ambiguïté qui a fait que je me suis lancé dans ce film. Ouais. Pourtant, des études scientifiques, suite à ces attaques, il va y en avoir. Des images de ce requin, vous allez en faire. C'est ce que vous allez nous raconter dans cette émission, Rémi Tézier. Nous sommes dans le temps d'un bivouac jusqu'à 18h sur France Inter.
En fait, il y a deux manières de faire. Il y a une manière où on met la marque en externe et une manière où on la met à l'intérieur, comme nous on vient de faire. En fait, on préfère la mettre à l'intérieur pour éviter qu'il y ait des décrochages de balises et que du coup on suive un requin qui n'existe pas. Donc là, une fois qu'elle est dans la cavité abdominale, on est sûr que si on a un mouvement de requin, c'est bien ce requin-là. C'est pas un autre requin qui a avalé la balise sur un autre requin ou si c'est pas la balise qui s'est décrochée et qui a dérivé. Antonin Blaison en thèse à l'IRD. Ce que l'on vient d'entendre, évidemment, c'est un extrait du documentaire que vous signez, Rémi Thésier, qui sera diffusé demain, mardi, à 20h50 sur Arte. Les images sont très spectaculaires parce que ces requins sont très longs, gigantesques, une musculature imposante. Et il faut, alors on l'entendait dans cet extrait, il faut continuer à avancer en même temps qu'on les pêche et qu'on les opère, qu'on les ouvre, qu'on les incise pour mettre la balise, parce que sinon ils sont asphyxiés, ils ont besoin de nager pour pouvoir oxygéner leurs branchies. Et donc il faut inciser puis recoudre. Cette opération dure 1 heure avec un hameçon dans la gueule du requin qu'il faut ensuite retirer. Comment ça a été pour vous, les conditions de tournage? Ça devait être difficile sur le bateau. Alors, dès le départ, je me suis dit, si je me lance dans ce film et si je veux aller dans la durée, il faut que je colle aux scientifiques. C'était très important, c'est qu'on soit avec eux. Qu'on n'arrive pas, qu'on filme une fois et qu'on reparte. Donc, on les a accompagnés assez souvent. On avait notre propre bateau. Et le principe, c'est que chaque fois que moi, je faisais l'image terrestre, j'avais un de mes plongeurs qui faisait l'image sous-marine en direct. C'est-à-dire qu'on avait une caméra sous l'eau, une caméra sur le bateau. Bien sûr, des fois, il n'y avait pas de requin bulldog qui était pêché, ou alors il n'y avait que des requins tigres, enfin de suite. Donc, ça a été assez long. Et l'image que je garde de cela, c'est d'abord, c'est vrai que c'est des requins qui étaient grands, 3,14 m, 3,10 m, alors que dans la littérature, on dit que la taille moyenne, c'est 2,50 m. Et puis, c'est des requins qui sont, on appelle ça donc, le bulldog, en anglais, c'est le bull shark, et ça porte bien son nom, c'est-à-dire que c'est très, très volumineux, avec une gueule très, très grande. Et ces requins, aussi costauds soient-ils lorsqu'ils sont sous l'eau, une fois qu'ils sont pêchés, ils vont rapidement perdre de leur puissance parce qu'ils sont asphyxiés. Et toute l'astuce pour faire ces marquages de la part des scientifiques, c'est d'arriver à les fatiguer de façon suffisante pour pouvoir les opérer et mettre l'émetteur dans le ventre, mais aussi de les garder en vie, puisque leur intérêt, c'est que ces requins leur apportent les éléments d'information qui vont permettre de mettre en place les systèmes de protection. Oui. C'est là tout le but de l'opération. Ces petites balises sont introduites dans l'abdomen des requins et à côté de ça, toute une série, une quarantaine de balises vont être installées le long de la côte pour suivre ensuite le déplacement de ces requins. Je précise que cette opération assez délicate, en plus le requin est donc retourné pour qu'on lui... D'ailleurs quand il est retourné, je crois qu'il tombe un peu dans une sorte de léthargie. Exactement. Donc c'est avantageux pour les scientifiques. On a mis quelques-unes des photos de cette opération sur la page Facebook du site du Temps d'un bivouac pour que les gens puissent se faire une idée et voir ces requins très impressionnants. Alors ce travail est très long, très minutieux parce qu'il faut pêcher les requins, c'est 1 ou 2 heures par requin et puis ensuite il faut attendre d'avoir les résultats des balises. Donc le temps de la science est un temps très long pour avoir des premiers résultats. Et ce qui met une pression supplémentaire, c'est que parallèlement à cette enquête que vous filmez et à cette enquête des scientifiques, eh bien, les attaques continuent, certaines mortelles, d'autres pas. Le témoignage des rescapés est assez difficile à entendre. Je vous propose d'écouter Fabien Bujon, l'une des victimes. Il a accepté de répondre à vos questions après son accident. Moi, je me suis assis sur ma planche. Et là, bing, il y a un choc... sur ma jambe, pas sur la planche, quelque chose de gris qui me prend la jambe. Et là, quand je regarde et que je vois ce qui se passe, je vois que c'est un requin parce que je vois son œil et tout. Il était gris foncé, un peu marron et blanc dessous. Je dis bon, celui-là c'est un bulldog. Et je vois qu'il me chope la jambe et qu'il m'entraîne un petit peu au fond. Un témoignage impressionnant de calme et de sérénité. On l'a un petit peu raccourci, édulcoré. Dans la longueur, il y a vraiment des scènes très dures à entendre dans la description de ce surfeur. Vous avez hésité, vous-même, Rémi Thésier, à diffuser, à intégrer ce témoignage très dur à entendre dans votre documentaire ? Alors, l'enquête que j'ai voulu tourner, il fallait à la fois
que je sois dans le monde scientifique pour comprendre, mais aussi dans l'empathie humaine. Étant moi-même surfeur, j'ai beaucoup d'admiration sur le courage de Fabien lorsqu'il s'est battu avec le requin pour revenir à la plage. Beaucoup d'admiration pour ceux qui ont essayé de sauver leurs copains en allant sur le lieu de l'attaque alors qu'ils peuvent se dire que le requin est toujours là. Et donc, j'ai attaché beaucoup d'importance à cette relation humaine. Je voulais montrer le courage de ces surfeurs qui s'en sont sortis. Je voulais montrer le drame humain pour ceux qui ont disparu. C'était très important. Parce que cette crise requin, comme on l'appelle, c'est une crise humaine avant tout. Il y a beaucoup de drames et il fallait dans ce film donner la parole à ces personnes-là. Et j'ai eu beaucoup de chance qu'ils acceptent de me parler. Et voilà, dans ce film, on oscille entre recherche scientifique et drame humain. Ouais, l'idée, c'est que si on veut comprendre la panique et la colère qui s'empare des surfeurs, il faut aussi se rendre compte du traumatisme que constituent ces attaques de requins pour eux, pour la communauté des surfeurs et puis plus généralement pour leur famille. Et c'est vrai que lorsque vous allez recueillir le point de vue des surfeurs, on sent toute leur colère et leur besoin de trouver un coupable. On a 50 km de côte, on en est à 4 morts en 1 an et demi, il faudrait peut-être bouger un peu. C'est incompréhensible, ça fait 2 en 2 semaines. Mais ce n'est que le début, hein. C'est pas fini. Où il y a trop de requins, où il y a des problèmes de canalisation, je sais pas, plein de gens disent plein de choses. S'il y a un chien enragé dans le quartier, vous allez le tuer. Vous n'allez pas dire non, il faut protéger l'espèce des chiens. Merci les pouvoirs publics, merci messieurs les ingénieurs, messieurs les écolos, messieurs les plongeurs et compagnie. Rémi Thésier, vous qui êtes surfeur, vous comprenez cet agacement presque parfois un peu irrationnel à vouloir trouver des coupables un peu partout où on peut imaginer qu'ils se trouvent. Oui, moi je comprends totalement cette position des surfeurs parce que il faut bien comprendre que le surf c'est une passion, c'est vraiment un mode de vie, je veux dire, beaucoup de monde surfe à La Réunion, hein. Que ce soit la classe sociale, beaucoup de monde surfe. Et cette réaction, elle est normale. Et je pense que moi-même, en étant surfeur, c'est pour ça que j'ai voulu donner la parole aux surfeurs, leur donner leur moyen de s'exprimer, de comprendre, c'est ça qui est très important, de comprendre ce drame. Ouais. Alors parmi les coupables pointés du doigt, il y a cette réserve. Une réserve, c'est dans le lagon, c'est un endroit où les pêcheurs n'ont pas le droit d'aller et où on essaie de reconstituer un peu les récifs coralliens et la biodiversité qu'il y a autour. Et les surfeurs disent, cet endroit, là encore, ça constitue une réserve de nourriture, c'est ce qui attire les requins. Il faut autoriser les pêches de la réserve et puis en fait supprimer ce sanctuaire. Or, là aussi, votre enquête est vraiment à charge et à décharge. Donc, vous allez interviewer une scientifique, Pascale Chabanet, chercheuse à l'IRD, et voilà ce qu'elle vous dit sur cette réserve. Ça fait 20 ans que je fais des suivis sur les récifs. J'espère qu'il y a eu, depuis 1 an ou 2, un peu plus une restauration de l'écosystème. Et les biomasses sont très faibles. Et si on prend un exemple extrême aux îles Éparses, tu as, on va dire, entre 300 et 400 grammes de biomasse par mètre carré. Donc ça veut dire, quand tu plonges ici, et quand tu vas faire une mission et que tu plonges aux îles Éparses, là-bas tu vois 10 fois plus de poissons. Jusqu'à 25 fois plus de poissons sur des sites comme Europa où on a carrément presque 1 kilo de biomasse par mètre carré. Donc il faut arrêter de fantasmer sur les biomasses de poissons qu'on trouve sous l'eau, quoi. Enfin, il faut plonger, il faut aller observer ce qui se passe sous l'eau avant de parler de l'effet réserve qui attire les requins. Rémi Thésier, donc là on se rend compte vraiment de ce discours des scientifiques qui n'est pas du tout pris en compte par la population, qui ne l'entend pas, et un peu comme pour les fermes aquacoles où tout le monde était persuadé que, d'ailleurs elles ont fermé ces fermes aquacoles, elles n'existent plus aujourd'hui, tout le monde était persuadé que c'est elles qui attiraient les requins. Maintenant, la cible, c'est cette réserve. Alors, la réserve marine, elle s'étend sur 40 km, que ce soit dans le lagon, à l'extérieur du récif. C'est pour restaurer un petit peu la biodiversité sur le récif corallien de la Réunion. Parce que 40 km de récif, c'est très peu pour une île comme la Réunion, qui fait 200 km. Donc c'est parce que c'est une île jeune, donc on a un récif qui est jeune et qui est très fragile de par la pression humaine. Alors pour ce film, ce qui était important pour moi, c'est d'être accompagné d'un journaliste, parce que je ne voulais pas avoir un parti pris. Et le journaliste, donc Laurent Bouvier, nous a accompagnés, qui est de la presse écrite, qui connaît bien la mer, et ensemble
voulu investiguer sur cette réserve marine. Et pour cela, on a bien sûr interrogé les scientifiques, c'est normal, c'est la première démarche, avoir leur point de vue, et on est allé plonger dans la zone intégrale. Si vous voulez, il y a 5% de la réserve marine qui est intégrale, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune activité humaine. 5%, c'est pas grand-chose. On a plongé dans cette zone intégrale, on a fait les images, et dans cette zone intégrale, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de richesse. Donc nous, on en a tiré la conclusion, et c'est notre point de vue, on ne pense pas que la réserve marine soit un des facteurs importants de cette recrudescence des attaques. Alors on va voir, il y a d'autres pistes encore qui existent qu'on va explorer dans un instant. On poursuit notre enquête dans les eaux qui bordent la Réunion pour tenter de comprendre les raisons de ces attaques de requins à répétition qui se produisent depuis plus de 2 ans maintenant. Et puis dans un instant, Jérémy Querenet nous emmènera dans les coulisses du tournage du film de Spielberg, Les Dents de la Mer. Ce sera l'occasion pour vous, Rémi Tézier, de nous dire en quoi la réalité est différente de la fiction. La ronde infernale des requins autour de leur proie. Si des hommes l'ont déjà vu, ils n'ont pas vécu pour le dire. Un cachalot mort ou un homme à la mer, pour les requins, c'est la même chose. La ronde dure des heures. Pour nous, plongeurs, les requins, c'est l'ennemi mortel. Extrait du Monde du silence réalisé par Louis Malle avec le commandant Cousteau. L'image effrayante des requins ne date pas des dernières attaques qui se sont déroulées au bord des côtes de l'île de la Réunion. Les documentaires de Cousteau, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. L'ennemi mortel des plongeurs. Rémi Tézier, vous qui êtes un plongeur, alors d'ailleurs en plus on voit à la Réunion, ceux qui se sont fait attaquer, il y a eu des baigneurs, des bodyboarders, des surfeurs. Jusqu'à présent, aucun plongeur ne s'est fait attaquer par les requins. Non, aucun plongeur en bouteille à La Réunion. Et je pense qu'aucun plongeur en bouteille dans le monde. À votre connaissance ? À ma connaissance. Plus les chasseurs, oui, les chasseurs sous-marins, c'est sûr, parce qu'en chassant, on attire le requin. Plongeur en bouteille, non. Mais je reviens sur l'extrait que vous avez passé du Monde du silence. Moi, si j'ai fait ce métier, notamment de l'image sous-marine, c'est grâce au film du commandant Cousteau. D'accord. Donc, quitte à faire évoluer les images qu'il avait lancées, mais en tout cas, vous avez repris son flambeau. Oui, c'est sûr. Ces documentaires qui est passé à la télévision nous ont fait rêver et beaucoup ont fait ce métier grâce à lui. Donc, ne critiquons pas. Ne critiquons pas trop le commandant. Un autre qui a contribué à la peur collective des requins, je ne sais pas s'il y est pour quelque chose dans votre vocation, Steven Spielberg. Aujourd'hui, Jérémy Querenet a lui aussi pris un bain avec les requins, simplement en regardant Les Dents de la Mer, film de Steven Spielberg réalisé en 1975. Tu viens pas dans l'eau ? Depuis l'été 1975, les requins sont systématiquement associés à un film et à une musique. Le film, c'est le deuxième du jeune Steven Spielberg, celui qui va vraiment lancer sa carrière de réalisateur à succès. Et la musique de son complice, John Williams, résonne à chaque fois que la bête pointe le bout de son aileron. Écoutez, est-il vrai que la plupart des gens attaqués par un requin le sont sous 1 mètre d'eau à environ 3 mètres de la plage ? En 1975 au cinéma, nous sommes en pleine période de l'Inspecteur Harry, série de films emblématiques qui nous plonge dans la violence urbaine et dans les rues sales des mégalopoles. Spielberg prend le contre-pied. Son histoire se passe sur une petite île balnéaire au début de la saison estivale. Le tout nouveau shérif qui arrive de New York découvre une vie paisible où il n'a plus qu'à gérer les problèmes de voisinage et les voitures mal garées. Bref, une petite Amérique familiale et tranquille. Mais la violence va quand même surgir de la mer, une violence cette fois-ci 100% naturelle. Ce que nous avons à affronter, c'est une machine à dévorer. L'engin parfait. Un authentique miracle de l'évolution. Cette machine nage, ingurgite et fabrique des requins. C'est sa fonction. Les Dents de la Mer s'appuient sur 2 histoires vraies. D'abord, le livre, qui a été publié l'année avant le film, s'inspire des attaques de requins survenues en juillet 1916 sur les côtes du New Jersey, des attaques qui provoquèrent 4 morts et se terminèrent par une véritable chasse en mer. Ensuite, au moment du scénario, les premières lignes qui furent écrites sont celles du monologue du pêcheur qui concerne l'USS Indianapolis. Ce navire de guerre américain a été coulé en 1945 par un sous-marin japonais et une partie de l'équipage finit dans le ventre des requins du Pacifique. Sur 1100 naufragés, 316 survivants furent repêchés. Les requins avaient eu les autres en ce jeudi 29 juin 1945. Spielberg savait que toutes ces histoires de requins résonneraient chez le spectateur. Mais il a quand même senti le besoin de nous servir un requin particulièrement grand et puissant,
3 faux animaux furent fabriqués pour le tournage, des maquettes animées de 7 mètres de long. Mais problème, lors du tournage des scènes sous-marines avec les vrais requins, ils étaient tous plus petits que les factices. Alors pour tromper le spectateur, l'équipe eut recours à un subterfuge aussi vieux que le cinéma. Face aux vrais requins, Spielberg remplace ses comédiens par des doublures de petite taille. Celui qui prend la place de Richard Dreyfuss dans la cage de plongée ne mesure pas plus d'1,47 m, donnant ainsi l'impression que les requins qui lui tournent autour sont vraiment immenses. Ça, c'est un 6 mètres. 7 mètres qui fait. 3 tonnes bien pesées. La plus belle scène des Dents de la Mer se situe au premier tiers du film et se déroule sur la plage. À ce moment-là, le shérif n'est pas encore sûr qu'un requin est la cause du premier décès. Pas rassuré quand même, il ne quitte pas ses enfants des yeux, mais comme beaucoup de parents, il ne veut pas les effrayer avec ses propres démons. Alors il les laisse se baigner, mais les surveille. La plage est très fréquentée, mais relativement calme. On y entend même le clapotis de l'eau, ce qui, notez, n'est jamais très bon signe dans un film à suspense. Comme nous savons, nous, ce qui va se passer, nous nous demandons lequel de ces baigneurs finira à dévorer. Est-ce que c'est cette vieille dame qui fait la planche, ce garçon qui joue avec son chien, ou ces enfants qui chahutent? Et puis il y a ce plan, inévitable mais très efficace, où l'on voit les jambes d'une jeune femme avec les yeux du requin, c'est-à-dire en contre-plongée totale. Spielberg s'amuse à nous faire frissonner, et il nous explique en même temps pourquoi. Pourquoi nous avons forcément peur du requin dans la mer, comme du loup la nuit dans la forêt? Parce que la bête nous voit, alors que nous ne voyons pas la bête, et que ici, nous sommes dans son environnement. Merci Jérémy Querenet. Nous avons mis en lien sur la page Facebook du Temps d'un bivouac la scène du film que vient de décrire Jérémy dans sa chronique. Alors, l'hypothèse du requin serial killer qui est dans les Dents de la Mer, un seul requin qui sème la panique sur les plages, elle a été envisagée pour La Réunion. C'est-à-dire, les scientifiques parlent d'un requin déviant dans ce cas. C'est-à-dire, il y a un seul requin qui a décidé de mettre à son menu de l'humain. Est-ce que cette hypothèse tient-elle la route, selon vous, Rémi Tézier ? Moi, je ne suis pas scientifique, mais d'après ce que nous disent les scientifiques, un requin déviant, donc un requin qui va changer son comportement alimentaire, tout le monde imagine ça assez rapidement, mais cette hypothèse a été un peu repoussée puisqu'il y a eu une série d'attaques et on peut difficilement imaginer que ce soit toujours le même requin qui soit présent sur ces séries d'attaques. Alors, il est vrai que dans le film, on met en évidence le comportement de 2 femelles qui ont été surnommées par les scientifiques Estelle et Fanny. Là, vous parlez de votre film à vous, voilà. Pas des Dents de la Mer, mais de votre film qui sera diffusé demain sur Arte exactement. à 20h50. Et il s'avère que ces femelles sont présentes la veille des attaques, le jour même ou le lendemain. Mais c'est d'ailleurs assez terrifiant, pardon, je vous coupe, mais parce que ces 2 requins, en plus avec un prénom, un joli prénom, Estelle et Fanny, et puis à chaque fois qu'une attaque a lieu, parfois dramatique, mortelle, enfin elles sont toujours dramatiques ces attaques, les scientifiques vont sur les sites où se trouvent leurs balises pour voir, et à chaque fois ils ont la surprise, Estelle et Fanny étaient dans le coin. On a vraiment l'impression là pour le coup d'être dans un thriller. Exactement. Mais je crois ce qui est important, c'est de voir que ces 2 femelles en fait nous révèlent le comportement. Un comportement de ces requins. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on a tourné sur ces 2 femelles, il était prévu que 40 requins bulldogs soient marqués et qu'à l'époque, il y en avait une dizaine, une quinzaine, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'au début, si on retrouvait ces requins, c'est que tous les requins n'avaient pas été marqués. Et c'est vrai que le comportement de ces 2 femelles nous interroge sur cette mobilité de ces requins, qu'on pensait qu'ils étaient... sur cette faculté à partir loin en mer, sur cette faculté de parfaitement se diriger, de savoir où ils vont et ainsi de suite. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir. Je précise quand même que Fanny et Estelle, ces 2 requins ainsi surnommés par les scientifiques, sont toujours dans le coin, mais ce ne sont pas elles qui font le coup. C'est-à-dire qu'elles sont à proximité, sans être vraiment à l'endroit où a lieu l'accident ou l'attaque de requins. Ce qui laisse penser que oui, ces requins sont en groupe, certains requins qui les accompagnent peuvent être dans le coup, mais ce ne sont pas elles. Donc ceux qui pourraient penser, les scientifiques ont eu entre leurs mains les 2 meurtrières et puis les ont laissé filer avec une balise. Non, ce ne sont que des témoins du cycle de vie des requins. Ça ne fait que refléter sur le comportement de ces requins en fait. Rémi Tézier, réalisateur du documentaire Attaque de requins à La Réunion. L'enquête diffusée demain sur Arte à 20h50 est avec nous. Et dans un instant, vous allez nous faire une conclusion un peu sur ce que vous avez retenu de cette enquête de 2 ans. Ce sera tout de suite dans le Temps d'un bivouac.
Et nous sommes toujours avec Rémi Thésier qui pendant 2 ans a enquêté sur les attaques de requins sur l'île de la Réunion. Vous nous avez dit certains éléments qui ont été pointés du doigt comme possiblement responsables de la recrudescence de ces attaques, la ferme aquacole, la réserve. Au vu des investigations scientifiques ne sont pas forcément probants, mais il y a quand même certains points que vous montrez du doigt et qui semblent peut-être plus responsables d'un certain changement de comportement de ces requins, Rémi Thésier. Je pense qu'il y a deux pistes importantes. La première, sur les résultats scientifiques, de fait de voir que ce requin est saisonnier, qu'il y a un rapprochement avec la reproduction, que ce requin est capable de se déplacer très loin en mer. Déjà, ça, c'est une première information fondamentale. C'est-à-dire qu'il revient au bord des côtes à certaines périodes, préférentiellement entre mai et octobre, je crois. Donc ce sont les moments les plus risqués, finalement. C'est ça. Donc l'hiver austral correspondrait à la période de reproduction du requin bulldog. Et une partie de ces requins reviennent en hiver, une partie reste sur place, une partie revient en hiver. Et c'est ce qui expliquerait déjà peut-être la recrudescence des attaques. Et le deuxième point, effectivement, on a mis en avant ce qui avait déjà été vu, c'était les déchets de poissons qui se trouvaient au port de Saint-Gilles, c'était les eaux usées, les stations d'épuration, car le requin bulldog, c'est un requin qui s'adapte très bien, qui est très opportuniste et qui va pouvoir profiter de tout cela. Et je pense que c'est l'ensemble de ces éléments qui fait et qui explique ce problème. Donc peut-être que les activités humaines sur la côte, ils sont pour quelque chose dans l'attrait que les requins ont pour cette zone. Exactement, c'est sûr que les activités humaines, la pression humaine, l'augmentation des habitations et ainsi de suite ont favorisé sans doute, la présence des requins bulldogs. Alors d'autres pistes que vous suivez, par exemple l'arrêt de la pêche. On avait arrêté de pêcher le requin autour de la Réunion pour cause de Ciguatera, c'est une algue qui rend la viande des poissons toxiques et donc on ne pêchait plus ces requins. Est-ce qu'il faudrait augmenter la pêche des requins ? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des empoisonnements de personnes à l'île de Madagascar, située à 470 km de là, à cause d'une toxine qui s'appelle la carcharotoxine, où il y a eu donc mortalité. Et pour se protéger de ça, à la préfecture à l'époque, donc c'était en 95 je crois, avait interdit la commercialisation du requin. C'est-à-dire que si jamais les gens allaient pêcher du requin du côté de Madagascar, ils ne pouvaient pas le revendre à la Réunion. Ce qui fait que l'arrêt de la commercialisation a effectivement entraîné l'arrêt de la pêche. Puisque si vous pêchez, vous ne pouvez pas le revendre, ça ne sert à rien. Et là aussi, c'est sans doute un des facteurs favorisants sur la recrudescence du nombre de requins. Alors, est-ce que votre film a été vu à La Réunion ? Il passe sur Arte demain soir, mais est-ce qu'il a déjà été vu à La Réunion ? C'était très important et j'avais demandé à Arte, qui a accepté, et c'est très bien, que la première diffusion se fasse à La Réunion, sur Canal+, donc encrypté, et sur Réunion Première. Donc, il a été diffusé au mois de juin. Très gros audimat, parce que le film était très attendu. Comment a-t-il été accueilli par les habitants de l'île ? Il a été globalement très bien accueilli d'après les messages que j'ai reçus, parce que ce film n'est pas un film, un film qui est là pour donner les clés de compréhension, expliquer le problème de façon à ce que le spectateur puisse se faire sa propre opinion. Il ne s'agit pas dans ce film, je n'ai pas voulu convaincre. J'ai personne à convaincre. J'ai juste apporté des informations à travers l'image et le commentaire pour que les habitants puissent avoir leur propre opinion sur la situation. Est-ce que vous avez fait évoluer certains avis ? Alors ça, je ne sais pas. On ne vous l'a pas dit ? Vous n'avez pas eu des retours ? Néanmoins, je pense que la prise de conscience du risque en hiver est plus accrue quand même, et on comprend bien. Vous continuez à surfer vous-même autour de la Réunion ? J'y vais, je change mon comportement, et ce que je voudrais rajouter, c'est que la Réunion, c'est une île magnifique, c'est la mer et la montagne, et qu'il ne faut pas être... il y a des randonnées superbes à faire à la Réunion. Et que les touristes viennent et qu'ils ne soient pas angoissés par cette histoire de requin. Merci à vous, Rémi Thésier. Je rappelle le titre de votre documentaire, Attaque de requins à la Réunion, l'enquête. Il sera diffusé demain à 20h50 sur Arte. Au revoir, Rémi Thésier, et bon retour à la Réunion. Merci.